Donc, on a quelques petites informations ici. Comme vous pouvez le voir, c'est un tableau avec différentes colonnes, avec différentes informations, des possibilités de filtrer ou de trier les informations par ordre croissant ou décroissant, quelle que soit la colonne, autrement dit, hein. Hop, là, c'est que des A au-dessus, mais là, on va avoir T, et donc ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la même chose ici. Street, c'est la même chose. City, c'est la même chose. State, c'est la même chose. Zip code, c'est la même chose. Donc voilà, il y a des petites choses qu'on peut faire. Donc il y a 60 entrées, comme vous pouvez le voir. Et ce que vous allez faire, c'est changer un peu tout ça. Donc là, on passe à 50 entrées. Si on revient sur 25, ce sera 25 entrées par page, si possible. Donc là, les 25 premières entrées. On continue les 25 qui suivent. Et enfin, les 10 qu'il reste pour que ça fasse effectivement 60, comme vous l'aurez compris. Si on met 100, ou plutôt 100, pardon, étant... Alors, oups, j'ai fait une petite bêtise. Si on met 100, en l'occurrence, eh bien, comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne, enfin, ça fonctionne en ce sens où, de toute façon, il n'y a pas 60 entrées. Donc, je ne sais pas ce que ça m'a provoqué là, c'est un petit bug. Mais tout ça pour vous dire étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de data par rapport au nombre d'entrées que l'on souhaite, et bien effectivement, ça part du principe qu'on va pouvoir mettre toutes les entrées qu'il existe sur la première page. Donc maintenant, on va voir comment j'ai réussi à faire tout cela. Donc on est ici, on est dans le dossier software, table-x.js, et vous pouvez voir que mon fichier contient en réalité plusieurs composants. Mon component principal, c'est TableX, qui contient effectivement, comme vous pouvez voir, des variables de state global, de state local, pardon. Et vous pouvez voir que j'ai créé des tableaux en dur. Donc là, avec le nom, des informations sous forme d'objets concernant les différentes colonnes. Donc voilà, ça j'ai fait ça en dur, mais évidemment, à un moment donné, ce sera dynamique. On pourra directement utiliser ça. Alors en l'occurrence, j'ai mis page, page, et c'est ici, c'est pas ici, pardon, c'est plutôt dans Pro List. C'est là que je vais utiliser effectivement. Alors là, j'aurais pu mettre un petit H3 d'ailleurs, H3. Comme ça, le titre est plus intéressant. H3, et là, directement, c'est mon component TableX qu'on était en train d'étudier. Donc, comme vous pouvez le voir, tout qu'il est composé de plusieurs, en réalité, sous-composants. Donc, le principal, c'est celui-ci, avec pas mal d'utilisation de useEffect, peut-être même plus de 3 fois. Là, j'ai mis quelques petits gestionnaires d'événements. Navigation Button Handler, Click Entry Handler, Page Data Handler, List Handler, Filter Data. Et donc en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que dans ce que je retourne via cette fonction TableX, et bien, donc du JSX en l'occurrence, et bien à l'intérieur, je mets en props certaines de ces fonctions que j'ai créées. Donc Click Entry Handler, Filter Data, je les passe au component secondaire que vous avez vu au-dessus du component TableX, à savoir Row TableX, Row Data TableX, Column TableX, Column TitleX, Search Engines et Show Entries. Donc j'ai quand même quelques petits components secondaires. Donc je passe des props, je passe des fonctions qui auront un impact directement sur des variables de ce component-là. C'est pour ça en réalité que je les passe en props à des éléments enfants, à des components enfants. Là, le Click Entry Handler, si on regarde bien, eh bien, ça change finalement la valeur de la page. Ensuite, j'utilise Page Data Handler qui permet effectivement, via la récursivité, de créer finalement les datas en fonction de la page. Donc, je crée finalement un objet à chaque fois
page number, ça donne le numéro de page. Initialement, c'est 1, ensuite on incrémente. Et là, je mets les data, donc en fonction de la limite per page, qui peuvent être contenues dans la première page, par exemple, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à chaque fois, je return la fonction elle-même, donc c'est vraiment de la récursivité si besoin, tant que effectivement cette condition est remplie. Sinon, si cette condition n'est pas remplie, c'est-à-dire si le nombre de données n'est pas supérieur à la limite par page, autrement dit que toutes les données peuvent être affichées sur une première page, eh bien on bascule dans cette condition, dans ce bloc else, et on fait un pages.push, et voilà le travail. Et ce qui est retourné, autrement dit pages, à la fin, donc un tableau, et bien ce tableau finalement sert finalement à compléter, alors en l'occurrence c'est pas comme ça qu'il est ce tableau, donc il sert à compléter une variable de state locale pages via effectivement sa fonction setPages. Donc ça, je vous invite à revoir useState pour savoir effectivement comment on peut transformer ou changer la valeur de pages, ou plutôt de ce qui figure de ce côté-là effectivement, et bien en utilisant la fonction qui est de ce côté-ci, qui est la seule à pouvoir avoir une influence sur la valeur qui est assignée à cette variable pages, variable de state local. Donc ça, c'était pour vous expliquer par exemple ça. Donc là 25, mais on sait qu'au total il y a 60 data, en tout cas 60 données, 60 entrées dans le tableau. Alors là il y a apparemment un petit souci, j'ai dû faire une petite bourde. Mais là, en fait, il y a 60 entrées. Vous cliquez sur... Hop, et vous cliquez à nouveau sur 25. Et là, vous voyez 25 sur 60. Je ne sais pas pourquoi il y avait 25 sur 30. C'est parce que j'ai fait une sauvegarde. Et en faisant une sauvegarde dans mon fichier, en réalité, ça a activé ce useEffect qui me permet en réalité d'hydrater ou plutôt d'entrer des informations à l'intérieur de ma variable de state locale data, celle-ci qui a été ma première variable, et de manière random en l'utilisant effectivement fake-js/faker, qui est vraiment un truc super sympathique, un outil super sympathique pour vous permettre de créer facilement des données aléatoires. Je vous invite donc à voir la documentation de faker, fake.js, et vous allez ici et vous vous amusez avec l'API. Par exemple, vous avez besoin d'un nom d'oiseau, hop, et bien voilà, vous trouvez. Et ainsi de suite, vous avez besoin d'une date, et bien vous pouvez la créer, et ainsi de suite, d'animaux, c'est la même chose, ou de choses un peu plus faciles, du style une personne avec son last name, first name, sa bio, et bien vous pouvez créer tout ça grâce à Faker. Donc Faker, c'est plutôt cool, Faker.js. Donc on va revenir ici et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce clic. Donc on est dans le list handler. Et en réalité, ce paramètre dans la définition de list handler, donc ce gestionnaire d'événements, donc vous allez le retrouver au niveau d'un sous-component. Alors c'est show entries, alors list, non c'est pas celui-ci. Ce serait les titres qui sont intéressants. Et là vous voyez le list handler qui est lié aux flèches montantes et descendantes qui sont juste à côté au niveau des titres finalement du tableau. First name, last name, à chaque fois vous voyez une flèche montante, donc par ordre croissant, par ordre décroissant, croissant, en l'occurrence décroissant, ou plutôt l'inverse. Là c'est croissant, et là ce serait décroissant alors, ok. Donc voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, on va voir comment on fait. Donc le list handler est défini dans mon component principal, TableX. Vous allez donc dans list handler. Et vous voyez que déjà, il prend deux paramètres, modifier props, donc en réalité, c'est la propriété qui va permettre aux données
être listés d'une façon différente. Donc en l'occurrence, il y a différentes propriétés qui correspondent au nom des colonnes. Donc first name, last name, start date, department, date of birth, street, city, state, zip code. Comme vous pouvez le voir ici, eh bien effectivement ça correspond à une propriété. On va choper data à chaque fois. C'est pour ça que je passe l'entièreté de ça, ou que j'utilise en tout cas l'entièreté de cet objet au moment où j'utilise listHandler. Donc là, modifier prop, ça correspond à la propriété en question. Donc tout ce qui est du côté de data, first name, machin. Une fois qu'on a la propriété, on regarde si on veut que ce soit rangé dans l'ordre croissant ou décroissant. En fonction du clic, on veut que ce soit rangé dans l'ordre croissant, carré up, sinon dans l'ordre décroissant, donc carré down, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on arrive à ici, donc le cas d'un ordre croissant. Donc si on regarde en réalité derrière, on fait un petit console, on supprime ce qui a déjà été mis, on réactualise vite fait, hop, et on clique sur ordre croissant, comme vous pouvez le dire. Si je clique en bas, ce sera ordre décroissant, et ça m'affiche effectivement le nouvel ordre. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une variable de state locale que j'ai créée ici, updated filtered data. Donc, dès qu'il y a une modification de l'ordre initial des informations, eh bien, la variable que l'on va utiliser pour stocker ces modifications, ces changements de valeur, eh bien, c'est updated filtered data. Donc, on va devoir utiliser aussi la fonction qui est associée pour manœuvrer ce state local. Donc en l'occurrence, pardon, c'est dans TableX, elle est ici, set updated filtered data, donc définie au début par, en tout cas initialisée par un tableau vide. Donc ici, on vérifie que ce tableau contient au moins un élément. Si tel est le cas, on va utiliser ces informations et les stocker dans New Data. Sinon, on va utiliser data, là, ce qui avait été créé avec Faker. Donc, en l'occurrence, on a cliqué, donc il y a quelque chose normalement qui existe ou peut-être pas encore. Donc, s'il n'y a rien qui existe, ce sera data. Donc, on aura l'ensemble des informations. C'est-à-dire, si on actualise là et qu'on clique sur ça, ce sera nécessairement data qu'on va utiliser. Là, je clique et j'ai utilisé data. J'étais donc dans cette situation-là du ternaire, le data. Donc, new data est égal à data, donc OK. Ensuite, une fois qu'on a ça, on sort, on utilise la méthode built-in de JavaScript sort pour effectivement classer les informations par ordre croissant, et ensuite la chose est faite. Là, on vérifie un peu ce que ça nous retourne, mais là, on n'a plus besoin puisque ça fonctionne. Hop, donc là, ça a dû me provoquer une erreur parce que j'ai fait une actualisation, c'est pour ça qu'on est à 30. C'est parce que j'ai touché à mon code, donc ça réactualise en fonction effectivement de data. Hop, 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 donc voilà, 60 sur 60, on est à nouveau bien. Filtered data, et donc comme je vous l'avais dit, on utilise la fonction qui est associée à cette variable. Donc comme je l'ai dit, elle est associée ici. On l'utilise pour changer la valeur de updated filtered data. Donc c'est ce que je fais tout à la fin de mon bloc if, et c'est fini. Donc si on n'était pas dans le cas où il y avait quelque chose, enfin qu'il n'y avait rien à l'intérieur plutôt, ou plutôt, non, si on voulait, pardon, que ce soit non pas rangé dans l'ordre croissant mais décroissant, on est dans le bloc else, ordre décroissant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, on intervertit simplement les opérateurs de comparaison. Donc voilà. Mais ensuite, c'est toujours la même chose. On vérifie nos petites informations. Donc ça, c'était assez simple. Tant que vous maîtrisez sort, vous pouvez avoir facilement la main. Et n'oubliez pas d'utiliser effectivement cette façon d'écrire. Franchement, utilisez le spread pour éviter de mettre un tableau dans un tableau. Ce serait vraiment stupide. Donc, mettez plutôt les éléments d'un tableau au sein d'un nouveau tableau ou au sein d'un tableau préexistant, et tout ira très bien. Donc, faire vraiment attention à ça quand on transforme effectivement
ou quand on change la valeur d'un tableau qui est un tableau de state, une variable de state locale, voire en tableau en général. Donc voilà. Donc ça c'est fait, donc je vous ai montré ça, tac tac on réactualise avant parce qu'à chaque fois ça me met cette erreur. Donc on arrive ici, 1 sur 60. Comment j'ai fait pour stocker les informations qui ne sont pas affichées lorsque on choisit un nombre d'éléments différents? Déjà on va revoir le choix du nombre d'éléments différents. Donc ça, c'est plus list handler, c'est même pas page. Si, on va dire que c'est page data handler, mais qu'on utilise dans click entry handler. Je pense. Voilà. Donc le click est géré par cette fonction. Click entry handler. Donc comme vous pouvez voir, c'est encore un set. Donc ça veut dire que c'est une variable de state locale que j'ai créée. Et je veux modifier sa valeur. Et sa valeur originelle, c'est un tableau vide. Pages. Vous pouvez voir juste en dessous, parce que ça va être lié, que j'ai créé aussi une variable de state locale, pages number, qui peut voir sa valeur modifiée par cette page number et qui est initialisée à 1. Donc là, on est dans le clic sur effectivement une des valeurs du select. Donc le select se trouve être un sous-component, donc on va le trouver ici. Le select, hein. Alors vous voyez un petit show devant qui correspond à ce que vous lisez là. Juste après, j'ai mis un select. Je gère l'événement change. Donc on change, rappelez-vous comment on écrit ça avec React. On minuscule C majuscule, tout simplement, comme a case. Et voilà comment j'ai mis cette petite chose. Alors en l'occurrence, j'aurais pu écrire ça différemment. On n'a pas besoin nécessairement de l'événement. Si, on a besoin parce qu'on utilise le eTargetValue peut-être. Non, c'est juste dans le search engine qu'on le trouve. Donc bon, bref, peut-être qu'on n'a même pas besoin de l'écrire comme ça. Mais pas grave, ça fonctionne très bien. Donc, entries list. On a nos entries list. Les entries list correspondent en réalité à la liste ici, que j'ai passé en propre sous le nom de entries list. Donc, vous allez trouver entries list, donc qui prend liste en réalité. Donc, son nom propre, ce qui doit être utilisé à l'intérieur du component show entries. Donc, c'est ce que je fais avec de la déstructuration. Vous allez le voir, show entries list et click entry handler, c'est les deux finalement variables que je transmets à cet enfant de TableX, shows entry. Il les utilise toutes les deux. Entries list, là ça sert plus finalement de vérificateur plus de mapper. Donc là on utilise vraiment le mapping pour transformer des valeurs ou utiliser les valeurs effectivement pour créer quelque chose. En l'occurrence on crée des balises d'options en fonction du nombre d'informations qui sont contenues dans entries list, donc qui est un tableau. Pour chaque information contenue, donc chaque objet, finalement entry représentant un objet, on se sert de la valeur de entry, en tout cas de la propriété value de entry, et du nom de la propriété nom de entry. Donc aussi simplement que ça, la valeur étant celle que vous voyez ici, 25, 50 et 100. Et si on regarde effectivement ce qu'on a écrit précédemment, qu'on va dans liste, où j'ai mis mes listes, alors voilà, liste, et comme vous pouvez voir, il y a valeur et name. On stocke la valeur, comme vous pouvez le voir, on la met à la place de value, et on stocke effectivement entries.name, qui est beaucoup plus apparent, c'est le 25 qui correspond donc à ce que vous voyez ici, écrit en chaîne de caractères. 25, 50 et 100. On pourrait en ajouter, il n'y aurait absolument aucun souci. Pour l'instant, j'écris ça en dur, mais vous comprenez bien que ce sera amené à évoluer. Donc ça, c'est fait. On utilise Click Entry Handler. Donc Click Entry Handler est donc ici. On est dedans. On utilise le i.target.value finalement, donc c'était pas bête finalement d'écrire la chose de cette façon. Donc i target value, on récupère le choix finalement
fait. Donc on sait que là c'est le nom, mais derrière ce nom, dans la balise, il y a la valeur. Et donc on récupère la valeur du choix. Donc 50, la valeur c'est 50 en chiffres, en nombre plutôt. 25 qui est le nom, ici la valeur c'est 25 en nombre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là on a mis 50 entrées. Les 50 premières entrées sur 60. Donc vous comprenez bien que derrière le next, il ne reste plus que 10 entrées. Donc, toc toc toc, on utilise Page Data Handler. Donc Page Data Handler, en réalité, c'est cette fonction récursive que j'ai créée. Donc elle prend en paramètre data, qui correspond au bloc de données, limit per page, le nombre de données par page que l'on souhaite, et évidemment qui est clairement lié à eTargetValue. Donc en fait, je récupère eTargetValue et je sais le nombre par page puisque ça doit correspondre au choix que l'utilisateur peut faire. Donc là, on va dire qu'il a fait le choix de 50, donc le nombre limit per page en argument devient A comme valeur 50. Pages correspond à quoi? Alors pardon, je me regarde là. Pages correspond finalement à un tableau vide au départ. C'est celui que j'ai mis ici ou que j'ai créé autre part peut-être. Donc j'ai mis ici. Donc on utilise une variable de state locale, pages, comme point de départ. Donc là, c'est... Ah non, j'ai mis carrément un tableau de vide. Bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de l'utiliser. Donc j'ai mis un tableau vide. Donc page représente un tableau vide. Ensuite, il va être constitué d'objets qui représentent les différentes pages finalement de notre tableau ici. Donc ici, il y aura 2 pages puisque 50 plus 10, ça fait 60. Donc ça veut dire que là, on dit que le nombre limite d'informations est 50. Donc ça veut dire qu'il en reste 10 puisqu'il y a 60 entrées à révéler. Donc la première page aura 50 informations, la seconde 10. Comment on a réussi ça? Donc là, je mets donc ce tableau vide. Number, je vous ai déjà dit que le nombre de pages au début, il est initialisé à 1 et j'ai créé une valeur par défaut, 1. Ce qui fait que si vous regardez un peu le petit côté TypeScript, vous pouvez voir que mettre un nombre est optionnel avec le point d'exclamation. Donc parce qu'il y a déjà une valeur par défaut. Donc au départ j'utilise, et j'étais même pas obligé de mettre 1, je pouvais directement mettre ça, puisque ça sous-entendait que j'utilisais la valeur par défaut. Donc je vais vous montrer ça tout de suite pour vous montrer que ça ne change absolument rien. Donc 50 sur 60, et là on a 10 sur 60 tout simplement. Donc il n'y a absolument rien qui est changé, il est allé chercher la valeur par défaut. Donc la valeur par défaut est en 1, dans ma définition de la fonction PageDataHandler. Donc ensuite ce que je fais, c'est que je crée deux variables, je les initialise en tableau vide, donc DataPage et NewPageData. NewPageData coïncidant avec l'idée que si le nombre de data dépasse la limite per page, eh bien il va falloir stocker les informations restantes pour pouvoir les associer à une autre page du tableau. Donc ça c'est la première page du tableau. Avec le next, on a vu qu'on a créé cette association. Donc on est dans le cas où il y a plus de data que la limite per page. Donc là, j'ai mis une limite de 50, il y a 60, donc évidemment, il y a plus de data. Donc data.length est supérieur à la limite per page qui est 50. Donc 60 supérieur à 50, donc on arrive bien dans ce bloc if si. Ensuite, j'utilise une boucle assez classique, un for hop, tout simplement. Donc tant que i est inférieur à la limite per page, on incrémente d'une unité et on stocke l'information qui correspond à l'index i dans DataPage, ce tableau local à la fonction PageDataHandler. Ensuite, s'il reste des informations, évidemment, mais en l'occurrence on sait qu'il va rester des informations, eh bien on stocke les informations restantes dans NewPageData et on push effectivement dans NewPageData, et donc on push chaque élément qui dépasse la limite per page finalement dans NewPageData, dans ce tableau là. Une fois qu'on a tout fait, eh bien on utilise Pages. Alors en l'occurrence on l'utilise, mais où je l'ai défini? Ah oui, c'est un tableau vide, un tableau vide, donc on l'utilise directement et on stocke l'objet
un objet, on crée des objets, on crée le numéro de la page, donc page number. Au début, c'est numéro 1 pour la première utilisation de cette fonction, si on est dans ce contexte-ci. Ensuite, on stocke les datas qui sont dans la limite. Et évidemment, vous me dites, mais new page data, alors, ce que tu as stocké, parce que ça dépassait de la limite de data autorisée par page, eh bien, c'est là qu'on appelle à nouveau la fonction avec new page data, donc les données restantes. La limite per page, c'est toujours la même. Pages n'est plus un tableau vide puisqu'on l'a complété, donc on met sa version à jour, pages. Donc elle contient déjà l'objet qui représente la première page et on incrémente le nombre, le numéro de la page, puisque number représente le numéro de la page, et tout simplement c'est réglé. Et tant qu'effectivement il y aura des informations, tant que il y aura des informations et que data length sera supérieur à limit per page, eh bien cette fonction va être appelée. Sinon, on va tout simplement basculer dans un dernier push dans le tableau pages et on va retourner l'ensemble du tableau pages qui contient maintenant différents objets, chaque objet représentant une page du tableau avec le numéro de la page, histoire de ne pas se perdre. Alors honnêtement, je ne l'ai pas encore utilisé, le numéro de la page dans ce contexte-là en tout cas. Mais voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette gestion des pages. Donc on va regarder si ça fonctionne. Là, on avait une limite à 50, on va mettre 25. 25 sur 60. Donc normalement, il reste encore une fois 25. Donc pour que ça fasse 50 plus 10. Deuxième partie, les deuxièmes 25 en gros, et enfin les derniers 10 éléments du total d'entrée qui est 60. Si vous voulez voir les éléments précédents, vous faites previous, et vu qu'il n'y a plus rien devant, eh bien previous disparaît, tout simplement en fonction du numéro de la page que j'ai stocké. Il sait que là on est en page 1, donc il n'y a pas besoin de mettre previous. Là il sait qu'on n'est plus en page 1 mais en page 2. Et là, il sait qu'on n'est toujours pas en page 1, mais en page 3, etc. etc. Tout ça, je l'ai géré lorsque je gère effectivement le clic sur Previous et Next. Voire même lorsque je veux que ce bouton apparaisse avec Page Number. Donc Page Number représente effectivement le numéro de la page. Et comment je le récupère? En réalité, Page Number est stocké en quelque part, donc il est là, code finalement ma variable pages qui finalement comme je vous l'avais montré avec cette pages est actualisée en fonction de ce qui est retourné par la fonction page data handler qu'on vient d'étudier. Donc c'est un tableau, rappelez-vous, qui est retourné. Donc ça veut dire que la nouvelle valeur de pages sera nécessairement le tableau retourné par page data handler. Donc page data handler retourne un tableau qui va être la valeur mise à jour de pages. Et dès que, et c'est ça l'intérêt du useEffect, c'est dès que pages est actualisé ou le nombre de pages est actualisé, eh bien ce qui est à l'intérieur du useEffect de la callback donc se déclenche. Et donc, comme on peut voir, il y a un petit console log changes pages number, donc on vérifie la page, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. On enlève ça, on fait précédent. On voit que maintenant on est en page numéro 2, que les pages ont changé. Donc on voit effectivement les différents blocs, 25, 25, 10. On est en page numéro 2, ce qui sous-entend qu'on ne va pas afficher ça, mais ça par exemple. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc comment j'ai fait ça? Donc si pages a une longueur qui est supérieure à 0. Donc s'il y a des pages finalement, c'est bien. Donc tu me stockes page number moins 1 parce que évidemment dans un tableau l'indexation commence à 0, donc il y a un petit décalage. Finalement le premier élément de mon tableau pages correspond à la première page. Donc étant donné que j'ai donné comme valeur initiale à la première page ici, si on regarde 1, eh bien il faut que je fasse la valeur que j'ai donnée, moins 1, pour que l'indice soit cohérent, en tout cas les informations affichées soient cohérentes par rapport au souhait de l'utilisateur. Et je vais prendre data page
rappelez-vous que c'est un objet que nous retournait, enfin un tableau d'objets que nous retournait la fonction PageDataHandler, un tableau d'objets. Donc il y avait PageNumber et PageData. Alors PageNumber je l'utilise pas finalement, donc c'est un peu bizarre, c'est pas grave. Mais donc voilà. Et ensuite je mets à jour Updated Filtered Data avec les informations qui correspondent à la page à laquelle je me trouve. Et c'est comme ça que les choses se font tranquillement dans le cadre de ce petit projet. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à tout cela.